Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, je dirige depuis 5 ans le cabinet Finia Conseil, qui a été créé il y a également 5 ans et qui a la vocation d'accompagner notamment les collectivités publiques, mais également les associations du secteur de l'ESS dans la performance de leur restauration. Et on s'occupe plus particulièrement de tout ce qui est contractualisation publique ou privée en denrées alimentaires ou avec un prestataire extérieur. Voilà, en plus de diagnostic de performance quand les gens sont en gestion directe. Donc j'interviens effectivement pour Restocco régulièrement, justement sur le thème des achats de denrées alimentaires, achats publics plus spécifiquement. J'ai des clients régulièrement. Actuellement, j'accompagne une ville en Haute-Savoie. On vient de faire paraître l'appel d'offres. Ceci pour vous dire que cette question d'approvisionnement durable en denrées alimentaires est effectivement au cœur de l'actualité, au cœur des préoccupations du monde de la restauration collective, que celui-ci soit public, privé, qu'il soit concédé ou en gestion directe. Donc, je vais essayer pendant la demi-heure que va durer cet exposé de vous donner quelques clés qui résultent des observations que je fais sur le terrain. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions via le chat que Mathilde me répercutera. Je vais commencer par préciser ce qu'est la notion d'approvisionnement durable, en sachant que je n'ai pas trouvé de définition officielle. Donc c'est plus des réflexions qui résultent de la pratique quotidienne à laquelle je suis confrontée, et je ferai un focus sur les obligations réglementaires puisque celles-ci ne font que se renforcer. On en parlera également. Je vous donnerai quelques idées de bonnes pratiques, en sachant que ce n'est bien évidemment pas exhaustif et que tout ça doit être, adopté à votre environnement et au cas que vous rencontrez. Donc rappelez que, l'approvisionnement, c'est pas pareil que l'achat. C'est l'un des intérêts de ce dossier, c'est que très souvent dans les organisations, le cuisinier est en charge, on va dire des prescriptions techniques, liées aux denrées, mais les achats sont confiés souvent, justement aux responsables des achats. L'achat, c'est vraiment la sélection d'un fournisseur pour un produit donné, alors que l'approvisionnement, c'est vraiment l'acte de ravitailler le restaurant. Donc, si vous voulez faire de l'approvisionnement durable, si en amont, les achats n'ont pas été pensés pour approvisionner des denrées durables, j'allais dire quelque part, c'est peine perdue. Donc, il faut vraiment que cette fonction soit considérée dans sa globalité. En ce qui concerne la notion de durable, on voit plein de définitions différentes. Rapportées à la restauration, moi, je vois un mouvement depuis une vingtaine d'années que j'observe, puisque je suis dans le milieu de la restauration depuis plus de 30 ans, avec un lien de plus en plus étroit entre l'alimentation, donc au sens production des denrées, entre l'alimentation, la santé et l'environnement. Et si vous regardez sur le plan réglementaire ce qui s'est passé, vous avez eu en 2001 la mise en place du premier plan national nutrition santé. Donc, première, je veux dire, conscience réglementaire de la nécessité de mettre en place une politique nutritionnelle à la fois à la destination de tout un chacun, mais on voit émerger des règles pour la restauration collective. Je rappelle qu'on en est de mémoire au 5e plan national nutrition de santé, et à chaque fois, il y a des choses quand même assez différentes, donc je vous invite quand même à les suivre. Par rapport à ce lien alimentation-santé, on a eu toute l'émergence du GEM-RCN, qui a là aussi fixé un certain nombre de règles. Enfin, c'est pas des règles, mais on va dire des recommandations pour justement aider, par exemple, les enfants ou les personnes âgées à se nourrir correctement. Ça, c'est le lien alimentation-santé qui est un peu plus ancien,
que le lien alimentation-environnement, où pour moi l'acte fondateur est en 2008 le Grenelle de l'environnement. Je rappelle pour les plus jeunes d'entre vous que ça a été vraiment les premières obligations en matière d'approvisionnement bio, puisqu'il était prévu qu'en 2012, les restaurants collectifs publics approvisionnent environ 20%, que plutôt 20% des produits ravitaillés soient d'origine issue de l'agriculture biologique. Le Grenelle de l'environnement sur ce point-là a été un échec, puisque au moment des états généraux de l'alimentation en 2017, en moyenne en collectivité publique, on était à 3%. Donc ça, c'est, si vous voulez, sur le plan de la conscience gouvernementale et de la traduction plus exactement réglementaire de ce lien alimentation, santé, environnement. À côté de ça, on a un mouvement social, même sociétal, assez important et qui s'accélère notamment avec la crise Covid, puisque en 2020, on avait 55% des Français qui considèrent qu'un produit alimentaire de qualité est un produit bon pour la santé. Donc les gens font de plus le lien entre l'alimentation et la santé. Et par ailleurs, 69% considèrent qu'il faut changer nos modes de consommation. Donc, ce que ressentent les gens, tout un chacun dans leur coin, se retraduit de plus en plus, et ce que ça, mes clients me le disent, notamment en scolaire. Il y a une très très forte pression sur la transparence des approvisionnements, pour exiger des produits locaux, des produits bio, etc. Et je discutais avec, je crois, quelqu'un de Medirest, donc c'est la branche qui s'occupe de la partie médico-sociale et hospitalière de Eurest, qui me disait qu'il s'attendait également à un changement de comportement dans les EHPAD, avec l'arrivée de plus en plus majoritaire des baby-boomers en EHPAD et en maison de retraite. Donc quelque chose auquel vous êtes peut-être de votre côté déjà confrontés. Donc la définition que je vous propose, qui est une définition qui est purement personnelle, hein, je répète, je ne l'ai pas trouvé parce que je n'ai pas trouvé de définition officielle. C'est un produit durable, c'est un produit qui n'est pas nocif pour la santé et qui est respectueux de l'environnement. Donc, ça veut dire que quand vous allez décrire vos besoins en termes de produits, vous allez essayer d'exprimer ça en caractère technique, ce qui n'est pas toujours simple, je vous l'accorde. Donc, un produit qui est peu polluant, sans résidus et rémunérateur pour le producteur. Et ça nous amène à la loi Egalim directement. Donc, les exigences réglementaires de l'approvisionnement durable, la restauration collective est quelque chose qui est très français, qui n'est pas aussi développé dans d'autres pays. Et la volumétrie que ça représente, puisque vous voyez, c'est 80 lieux de restauration et environ 4 milliards de repas par an, fait que c'est devenu un véritable enjeu politique et c'est vu en tout cas comme un levier prioritaire pour faire changer les habitudes des gens. Vous avez le titre complet, la loi Egalim, parce que justement, alors on dit Egalim parce que c'est beaucoup plus simple, quand vous voyez le titre complet, ça montre vraiment les deux axes et ce que visait la loi Egalim, l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole. L'idée, c'est bien évidemment une juste rémunération et on a vu justement avec la crise Covid combien il était important de pouvoir conserver une réelle autosuffisance alimentaire, et je ne parle pas évidemment de l'autosuffisance d'autres secteurs, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie alimentaire. Mais également, on veut une alimentation saine, durable, donc vous voyez le terme de durable, et accessible à tous. Et l'une des mesures phares de cette loi Egalim, c'est l'atteinte d'ici 2022 d'un taux de 50% de produits de qualité et durables, dont au moins 20% de produits biologiques dans la composition des repas servis. Donc c'est vraiment ça qu'on va à présent décortiquer. Pour qui cette loi est obligatoire? Pour cet item-là, parce que dans la loi Egalim, vous avez plein d'autres dispositions, mais qui ne concernent pas forcément toute la restauration collective.
En tout cas, cette obligation d'approvisionnement de produits de qualité et durable à 50% à partir du 1er janvier 2022 s'applique à toute la restauration qui a une mission de service public, que ceci soit privé, public, donc personne morale de droit privé, personne morale de droit public, à la condition qu'ils appartiennent aux secteurs qui sont ciblés sur le texte et qu'ils soient en gestion directe ou en gestion concédée. J'appelle votre attention sur le fait que normalement, le 6 mai doit être voté par l'Assemblée nationale la loi climat-résilience, et dans cette loi, il y a un article qui va soumettre la restauration privée, donc ce qui n'était pas assujetti jusqu'à présent par la loi Egalim, à cette obligation d'approvisionnement durable. Donc ça veut dire que l'ensemble de la restauration collective, y compris ce qui est vraiment pur privé, donc pur privé notamment, c'est tout le secteur de la restauration du travail pour adultes, sera soumis à cette obligation d'approvisionnement. Donc 2022 pour les restaurants collectifs ayant une mission de service public et 2025 pour les restaurants collectifs dans leur ensemble. Donc, on voit vraiment une volonté d'utiliser la restauration collective comme vecteur de l'amélioration de notre alimentation. Qu'est-ce qu'on veut dire par les produits concernés par les 50%? Alors, c'est là que les choses commencent à se compliquer un petit peu, parce qu'il y a ce qui est intuitif, mais ce qui est intuitif n'est pas forcément réglementaire. Donc là, je vous décrypte vraiment la loi. Et je vais tuer tout de suite le mythe. Alors, oui, merci. Je vais tuer tout de suite le mythe du local, parce qu'évidemment, les gens font le lien avéré ou non entre produits de proximité et produits de qualité. Il n'était pas possible sur le plan légal d'avoir une loi qui oblige ça à cause des contraintes de réglementation européenne. Donc, on tourne autour, mais ce n'est pas cité nommément. Donc, lorsque vous allez faire remonter les pourcentages d'approvisionnement, on va voir, ça va être une obligation légale à partir de 2022, il va falloir que vous sachiez quels sont les produits qui rentrent dans ces 50%. Donc, les produits qui rentrent officiellement dans ces 50%, c'est tout d'abord les produits issus de l'agriculture biologique, y compris les produits végétaux qui sont issus de fermes en conversion, pardon, d'exploitation en conversion. Ensuite, il y a ce qu'on appelle tout ce qui est les produits SICO. Donc, les produits SICO, signe officiel d'identification de la qualité de l'origine, c'est des choses qui sont extrêmement réglementées, donc on ne peut pas en sortir. Donc, c'est le label rouge, l'appellation d'origine, les indications géographiques. Appellation d'origine et indication géographique, c'est des labels européens. Et ensuite, en label français, vous avez les labels rouges, la spécialité traditionnelle garantie. Et puis, vous avez des mentions valorisantes, tout ce qui est HVE, donc c'est exploitation à haute valeur environnementale, tout ce qui est fermier et produits de la ferme. C'est tout. Ça veut dire que, par exemple, un label comme Bleu Blanc Cœur n'est pas un label officiel et à l'heure actuelle ne peut pas rentrer dans les 50%. Je dis bien à l'heure actuelle parce que ça fait partie de discussions qui existent régulièrement au niveau de l'Assemblée notamment nationale, hein, pour essayer de faire évoluer ça. Mais évidemment, c'est très long puisqu'on est dans un contexte réglementaire européen. Ensuite, donc derrière ces produits SICO, vous avez des produits avec certification environnementale de niveau 2. Donc là, ça rapporte à la réglementation liée à tout ce qui est exploitation à haute valeur environnementale. La haute valeur environnementale à 3 niveaux, 1, 2, 3, sont ciblés par les SICO, ce qui est niveau 3. Mais comme c'est quelque chose qui a été créé il y a, je crois que c'est 2015 ou 2016, la HVE, on accepte jusqu'en 2029 des produits qui sont issus d'exploitations qui sont en HVE2. Et après 2029, il faudra des exploitations issues de HGA3.
Pour information, c'est quelque chose qui va très vite, la labellisation HVE, hein, la conversion, on va dire, des exploitations. Le HVE correspond à ce qu'autrefois on appelait l'agriculture raisonnée. C'est un peu plus facile que de passer au bio et il y a une véritable accélération donc de cette conversion et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant à surveiller. Ensuite, pour tout ce qui est pêche, on a l'écolabel pêche durable qui est accepté. Ça veut dire, par exemple, qu'un poisson qui est MSC ne rentre pas dans cet écolabel. Donc, il faut vous méfier, en tout cas, à l'heure actuelle, pour l'application de la loi, il faut vraiment prendre les produits qui sont ciblés dans cette liste. Et puis, tout ce qui est produit avec logo région ultra-périphérique, c'est notamment enfin, c'est pas notamment, mais ça vise les produits qui viennent des DOMCOM. Ensuite, vous avez un pavé qui essaye de raccrocher justement cette notion de produits locaux, puisqu'on ne pouvait pas l'écrire. Donc, on a écrit produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales, avec un S, liées au produit pendant son cycle de vie. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, quand on est en marché public, vous ne pouvez pas acheter de produits locaux de proximité. C'est interdit, puisqu'il y a l'interdiction du localisme. Mais vous allez essayer de trouver des critères qui permettent de calculer l'impact, par exemple, de la denrée en termes de coût des émissions à effet de serre. Alors, par rapport à ça, l'ADEME a sorti un outil qui s'appelle Agribalise, qui est quelque chose, moi je trouve, qui a le mérite d'exister, qui est quand même assez compliqué à s'en servir et que je trouve en tout cas pas du tout adapté pour des petites structures qui auraient des montants d'achat alimentaire, je ne sais pas, de 100, 200 000 euros par an, ce qui est le cas souvent de petits établissements dans le secteur médico-social, parce que c'est extrêmement complexe et ça prend beaucoup, beaucoup de temps à l'analyse. Donc, pour l'instant, c'est un levier qui est malheureusement peu employé en raison de sa complexité. Ce que dit la loi dit que ne rentrent pas dans le décompte de 50%, mais sont encouragés tout ce qui est produits issus du commerce équitable et tous les produits acquis dans le cadre des plans alimentaires territoriaux. Dans la loi résilience climat, j'ai cru comprendre, parce que c'était rédigé d'une manière un peu bizarre, que on allait pouvoir faire entrer les produits du commerce équitable dans le décompte des 50%. Donc ça peut être intéressant parce qu'en commerce équitable, vous avez par exemple beaucoup de chocolat, beaucoup de café, beaucoup de produits transformés ou de produits d'épicerie. Donc ça permettrait de faire grossir plus facilement le décompte des 50%. Bien évidemment, les 50% sont à comprendre comme un minimum et en aucun cas comme un maximum. L'idéal, évidemment, étant d'être à 100% de produits durables. Mais le chemin est long et difficile, je ne l'ignore pas. Ne rentre pas dans le décompte des 50%, je vous l'ai dit, tout ce qui est produits locaux et de proximité, parce qu'on n'était pas capable d'avoir une définition, en tout cas respectant le cadre de la commande publique. Au niveau de la méthode de calcul, parce qu'évidemment c'est important, et c'était l'un des défauts du Grenelle de l'environnement en 2008 pour les 20% de bio, c'est que ça ne précisait pas comment on allait calculer les pourcentages. Là, la loi le dit très clairement, c'est la valeur d'achat hors taxe des produits alimentaires par année civile. Ça veut dire que si vous avez 1 000 € d'achat, vous devez, sur ces 1 000 €, avoir au moins 500 € de produits durables, dont 200 € de produits bio. Et tous ces seuils sont un minimum. Donc, si vous avez 300 € de produits bio et 200 € de produits durables, c'est bien. Si vous avez 300 de produits bio et 300 € de produits durables, c'est encore mieux. J'appelle votre attention sur 2 points de la loi liés à ces 50%. C'est depuis le 1er janvier 2020, donc déjà depuis 2 ans, l'obligation d'informer les usagers des restaurants une fois par an de la part des produits de qualité et durables, ainsi que des démarches entreprises pour développer les produits issus du commerce équitable. Pour ne rien vous cacher, je ne l'ai vu encore nulle part, en tout cas, fait. Je pense qu'il y a peut-être des mairies qui le font, mais c'est vraiment de manière congrue, tout simplement parce que c'est une disposition qui est complètement méconnue,
compte tenu de la complexité de la loi Egalim. Et à partir du 31 mars 2022, tous les établissements devront fournir un bilan statistique. Pour l'instant, on ne connaît pas ni la forme, ni la chaîne de transmission. Il y a un groupe de travail, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un comité national pour la restauration collective qui a été créé en 2018 ou 2019, au moment donc de la mise en place de la loi Egalim. Et ce comité national rassemble, on va dire, tous les acteurs de la restauration collective, ainsi que les administrations qui s'occupent de restauration, donc le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances avec la DGAL, etc. Et ils sont en train de définir les modalités. Il devrait y avoir, je pense, un décret qui devrait paraître à la fin de l'année, qui va expliquer comment et à qui fournir ce bilan statistique. Autre point également, parce que c'est une question qui est souvent posée, pour l'instant, il n'y a aucune sanction prévue à la non-application de la loi Egalim. Donc, les risques à ne pas appliquer la loi Egalim sont pour l'instant égaux à zéro. Il n'empêche que, et on l'a vu, c'est aussi une attente des consommateurs et des convives. Et donc, la pression monte réellement sur les acteurs de la restauration collective quant à l'application de la loi Egalim, parce qu'elle a été beaucoup commentée dans le public, et notamment pour tous les mouvements véganes s'en servent beaucoup pour la communication. Mais ce n'est pas l'objet de parler de l'obligation des repas végétariens. Je pourrais intervenir et en reparler dans les questions si vous le souhaitez. Deux définitions très rapides pour bien que vous soyez à l'aise avec le circuit court et approvisionnement local. Circuit court, j'insiste, il n'y a absolument pas de notion d'implantation géographique. Parce que les gens confondent un peu, ils disent « ouais, c'est bien si c'est un circuit court ». Vous pouvez tout à fait avoir un circuit court de Chine, puisque c'est un mode. L'idée, c'est qu'il ne doit y avoir qu'un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, quand je dis de Chine, j'exagère un peu, mais dans l'absolu, ça serait presque possible. Si un producteur mettait dans un bateau ou dans un avion, je dis n'importe quoi, les fraises, elles arrivent et il y a quelqu'un qui reçoit les fraises et qui les met en vente. C'est un circuit court, bien que ça vienne à de milliers de kilomètres. L'approvisionnement local ou de proximité, il n'y a pas de définition non plus officielle. C'est une notion de bon sens, et on va dire que globalement, on se rend compte qu'on s'est à peu près tous mis d'accord sur un rayon entre 150 et 200 km autour du point de consommation. Il n'y a pas de norme. Une anecdote, j'accompagne actuellement un client à Marc-en-Barœul. Donc Marc-en-Barœul, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de Lille, et c'est à, je sais pas, peut-être 15 ou 20 km de la frontière belge. Et si vous faites ce cercle de 150 km, vous tombez en Hollande. Donc, et là, c'est un cahier des charges lié à un achat de prestations de restauration. Donc, on n'a pas mis on a, outre la distance géographique, en disant qu'on ne souhaitait pas avoir de produits qui viennent de plus de 150 à 200 km, on a exclu explicitement les produits néerlandais. Ça, c'est un exemple pour vous montrer que parfois le diable se cache dans les détails, et que la notion géographique, enfin la notion de kilométrage, ne suffit pas forcément pour avoir les produits locaux au sens que tout un chacun va entendre. Je vais passer à présent aux bonnes pratiques, parce que une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien. Maintenant, comment on s'y prend? Et c'est le plus difficile, parce que comprendre les objectifs de la loi, bah, c'est vertueux. Savoir comment on s'y prend, c'est beaucoup plus compliqué. Et je viendrai notamment sur le budget, parce que je sais que c'est une inquiétude que vous avez tous sur l'impact de la loi Egalim sur les budgets. C'est une notion dont le législateur est complètement conscient, mais c'est vraiment voulu. L'idée est d'essayer justement d'avoir une meilleure rémunération des producteurs, et donc s'ils sont mieux rémunérés, c'est que ils sont mieux payés. Donc, la première étape, ce que je recommande, et là, il faut vraiment que si jamais les achats
sont dissociés des approvisionnements. Il faut vraiment que ça soit un travail qui soit mené à la fois par les gérants, les chefs gérants, les cuisiniers et les responsables et donneurs d'ordre qui sont en charge des achats. Donc, d'abord, ce qui est important, c'est le quoi, c'est connaître son besoin. Donc, il est impératif que vous ayez un outil, quel qu'il soit. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être des fiches à la main. Maintenant, il existe de plus en plus de logiciels, notamment ça passe par la gestion des stocks. Vous avez beaucoup d'outils. La restauration a fait beaucoup, beaucoup de progrès depuis une dizaine d'années en termes de dématérialisation. Donc, vous avez beaucoup d'outils à votre disposition. C'est effectuer un état des lieux physico-financier. Donc, ce qui est important, c'est à la fois d'avoir une idée des données financières par ligne de produit et des volumes de consommation par ligne de produit. Et ensuite, toutes ces informations, il faut que vous les organisiez. Alors, en marché public, on parle d'une nomenclature par famille homogène de produits. Mais dans le privé, c'est exactement la même mécanique. L'idée est d'avoir un classement qui respecte l'organisation des filières agricoles. Parce que sinon, si vous mélangez tout, ben, les fournisseurs ne vont pas pouvoir vous répondre de manière pertinente. Par exemple, des erreurs que j'ai pu voir pas plus tard qu'il y a quelques mois, c'est de mettre des produits de charcuterie avec des produits de viande de porc non élaborée. Or, vous mélangez des produits non transformés avec des produits transformés, c'est pas les mêmes fournisseurs, c'est pas les mêmes circuits de livraison. Donc, c'est une difficulté et vous risquez d'avoir des produits non satisfaisants si vous les mélangez, pardon, si vous les mélangez les choses. Donc, une fois que vous connaissez votre besoin, ça permet de passer à votre deuxième étape. Vous avez le quoi et maintenant on va aller vers le qui. Et donc, il est absolument indispensable, essentiel et notamment pour cette application de la loi Egalim, la clé, parce que le besoin, tout le monde le fait à peu près, ça je ne suis pas très inquiète. Par contre, le sourcing est un levier qui est vraiment trop peu souvent utilisé. Or, c'est absolument indispensable, notamment si vous voulez aller chercher des produits de proximité, parce que c'est quand même l'une des attentes essentielles des clients et des convives. Donc, il faut que vous connaissiez l'offre de denrées alimentaires sur votre territoire. Donc, pour ça, vous avez des sources d'informations. Vous verrez à la fin de présentation, je vous ai mis un certain nombre de ressources en ligne et vous avez des documents. Je vous invite à aller les voir parce que si eux-mêmes ont plein de liens et c'est intéressant pour que vous puissiez aller cibler les fournisseurs qui vous intéressent. Donc je peux que vous encourager à vous rapprocher des chambres d'agriculture de votre territoire, d'aller voir sur les sites de France Agrimaire, de l'Agence Bio, Interbev, Interfel. Interbev, Interfel, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le syndicat professionnel de la viande bovine pour Interbev et des fruits et légumes frais pour Interfel. C'est deux interprofessions qui sont extrêmement actives et qui mettent à disposition de la restauration collective un certain nombre de ressources qui sont très intéressantes, dont d'ailleurs je me suis servie pour préparer cette intervention. Bien évidemment, allez interroger les producteurs, allez visiter les exploitations. C'est très intéressant parce que c'est ce qui peut vous permettre après d'adapter l'organisation de vos appels d'offres. Repérer les produits de proximité qui bénéficient de SICO, les exploitations qui sont sous démarche HVE, parce que là aussi, quand vous allez rédiger la liste des produits que vous allez chercher, ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis. Et puis, vous pouvez aller jusqu'à interroger les collectivités qui sont sur votre territoire pour savoir quels sont les projets alimentaires territoriaux qui sont en cours, parce que lorsqu'une collectivité, que ce soit au niveau de la mairie, au niveau du département ou de la région, construit un PAT, forcément, elle est maillée avec un réseau de producteurs locaux, puisque c'est tout l'intérêt. Donc, ça va vous permettre de savoir quelle offre est disponible sur votre territoire. Ensuite, une fois qu'on a fait le quoi et le qui, ça vaut le coup de nettoyer un petit peu les contrats que vous avez eus, notamment pour sortir des listes les produits avec lesquels vous n'avez pas travaillé, parce que ça veut dire que ça ne sert à rien
de redemander une cotation au fournisseur puisque vous ne les avez pas utilisés. Et puis également savoir s'il y a des nouveaux produits, puisque l'industrie agroalimentaire est toujours extrêmement riche d'imagination et peut sortir des produits qui vous intéressent pour x, y raison. Ensuite, vraiment, si vous voulez passer à un fort taux d'approvisionnement en produits durables, bien évidemment, ce que je vous dis, ça peut paraître du bon sens, mais ce n'est pas si facile que ça à l'obtenir. Il faut vraiment travailler avec les cuisiniers de façon à réfléchir à vos menus. Parce qu'évidemment, si vous voulez faire travailler des producteurs locaux, ça veut dire qu'il faut que vous travaillez avec des produits peu transformés. C'est quelque chose qui n'est pas dit, mais si vous travaillez qu'avec des produits élaborés, du surgelé, du boitage, de la 4e gamme, ça va être compliqué de faire notamment du produit local. Donc faire du produit local, ça veut dire quoi? Ça veut dire approvisionner essentiellement de la viande fraîche, ça veut dire approvisionner essentiellement des fruits et légumes frais. Après, on est moins dans du local. Et donc ça peut avoir un impact sur la manière de cuisiner et de transformer les produits. Bien évidemment, utiliser les produits frais, ça va avec le moins de produits transformés possible. Et ça veut dire que vous pouvez être amené à adapter vos menus à l'offre du marché. 2 exemples, qui m'ont été, donnés par, le responsable des approvisionnements de la ville de Millau, qui a 100 produits durables et 20 ou 25 de produits bio. Et il a une collectivité qui est labellisée EcoCert. Donc ça veut dire qu'il respecte vraiment ses merci, 50 label, 20 bio. Et donc il a dit, par exemple, qu'il avait été amené à abandonner tout ce qui est filet de poulet et qu'il faisait du poulet en morceaux de façon à pouvoir justement acheter une volaille entière et aller donc vers une exploitation qui était située dans sa région. Et autre chose qu'on voit également régulièrement, c'est qu'on s'interdit de proposer des tomates fraîches entre décembre et février. C'est important parce que ça veut dire qu'il y a toute une communication à mettre en place vis-à-vis du convive, parce que le convive, il est pétri comme tout un chacun d'injonctions contradictoires. Et évidemment, il dit je veux du local, je veux du saison, et il va râler s'il n'a pas ses tomates fraîches en février ou en janvier. Donc ça s'accompagne d'une communication à faire auprès de vos convives. Repenser les menus peut amener à du coup accompagner le personnel en cuisine pour lui faire des formations culinaires complémentaires, par exemple des cuissons de nuit basse température qui permettent d'utiliser notamment des viandes de type braisé, paleron, etc. La cuisson de nuit basse température vous permet vraiment d'atteindre une véritable tendreté et d'avoir un goût concentré qui est intéressant. Donc c'est une technique de cuisson qui est extrêmement intéressante à maîtriser. Et qui permet du coup de pouvoir s'adapter à l'offre, notamment en bio. Mais ça veut dire que vous devez également adapter le matériel et par exemple avoir des fours permettant la traçabilité des cuissons de nuit. Je vois quelqu'un qui dit que c'est du bon sens, je suis complètement d'accord, c'est du bon sens, mais c'est un bon sens qui a été beaucoup perdu de vue par beaucoup, non pas de cuisiniers, mais de donneurs d'ordre, pour des tas de raisons qu'on pourra détailler ultérieurement si vous le souhaitez. En tout cas, moi, c'est ce que je constate sur le terrain. Ensuite, bien évidemment, il faut retranscrire son besoin dans un cahier des charges et ça veut dire qu'il faut que vous rédigez les prescriptions techniques. C'est souvent la partie la plus délicate
parce qu'il y a une vraie technicité à avoir, bah, le cuisinier ne sait pas forcément l'exprimer et que l'acheteur, lui, dont c'est pas le métier, sait encore moins l'exprimer. Donc je vous invite à aller, fouiller sur le net, et je vous ai mis notamment les ressources avec Interbev et Interfel parce que vous avez justement des exemples, de, rédaction vous permettant d'aller cibler les produits que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment un point clé. Et l'autre point clé, c'est l'allotissement. C'est le découpage en lots, de votre liste de produits. C'est toujours un équilibre extrêmement délicat à réaliser parce que, il faut, à la fois tenir compte de la massification des achats qui est indispensable si vous voulez obtenir un prix correct et puis limiter les livraisons. Mais également, vous ne devez pas trop massifier parce que sinon si, à la limite, si vous avez là actuellement j'accompagne une collectivité qui réalise, à peu près pour, 120 000 130 000 € d'achats par an, on pourrait tout à fait avoir un seul fournisseur, hein. Vous prenez Pomona, vous prenez Transgourmet, là vous avez tout, vous êtes tranquille. Sauf que, bah, dans ces cas-là, vous maîtrisez plus ni l'origine des produits, et vous n'êtes plus pas au plus près du producteur. Donc il y a des arbitrages à à avoir et ça, c'est important. L'autre petit risque de ne pas attirer de fournisseurs, sauf si vous l'avez préfléché, par exemple, parce que vous voulez, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, il y a un élevage de volailles intéressant, pas très loin de chez vous. Vous avez visité, vous avez dit que oui, ça pouvait vous intéresser et auquel cas vous allez allotir et vous allez avoir quelque chose d'assez réduit, mais vous savez que vous avez quelqu'un qui peut répondre à votre besoin. Moi, je vous invite vraiment, en technique d'achat, à ne pas avoir des listes extrêmement longues parce que, les fournisseurs, notamment les producteurs, ne pourront pas répondre. Donc c'est vraiment de jouer avec cette règle des 80-20, hein. Vous savez, 20 de vos produits correspondent à 80 de vos achats. Donc c'est d'avoir une liste socle, c'est celle qu'en marché public, on va transcrire en BPU, hein, en bordereau de prix unitaire. Donc, une liste qui peut être, je sais pas, par exemple en viande, si en viande bovine, vous allez peut-être avoir une dizaine maximum de références et puis le reste, vous faites de l'achat sur catalogue. Donc comme ça, vous avez la totalité des produits qu'il vous faut, mais en même temps, vous avez vraiment travaillé ce qui va faire l'essentiel de vos achats. Et puis bien évidemment, la liste, elle doit être réaliste par rapport à l'offre du marché et combien de fois on voit, notamment dans les marchés publics, des listes qui, ont été constituées parfois il y a alors ça on le voit en produits transformés, en produits élaborés, avec des recettes qui n'existent plus, parce qu'elles ont été supprimées, des catalogues des fournisseurs. Et puis dernier point, avant de passer, vraiment aux questions, sur, les bonnes pratiques, le budget, puisque là c'est vraiment un point d'attention. On sait très bien, que, lorsque si vous faites 50 d'achats durables et que vous ne mettez pas en d'autres, comment dire? D'autres moyens pour maîtriser, le budget alimentaire, vous allez obligatoirement avoir une augmentation qui, pour l'instant, est estimée entre, bon an mal an, 20 à 30 de votre budget alimentaire. Donc comment, parce qu'on n'aura globalement pas plus d'argent, hein, pour faire à manger, donc comment, limiter l'impact de l'augmentation des prix des denrées sur le prix du repas? Heu, le moyen, pas essentiel, mais en tout cas l'un des moyens privilégiés, c'est vraiment la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je rappelle, même si c'est pas connu, qu'elle est obligatoire pour toute la restauration depuis 2015. C'est-à-dire que depuis 2015, tous les établissements, quels qu'ils soient, sont censés avoir engagé une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc ça veut dire que vous devez vous interroger sur les grammages servis. On se rend compte que parfois les grammages sont trop importants, je pense notamment justement pour les personnes âgées. Il y a des études, en EHPAD ou dans l'hospitalier qui montrent qu'il y a parfois plus de 30 des repas servis qui sont jetés. Donc ça veut dire qu'il faut s'interroger sur les recettes qui plaisent. Donc ça veut dire qu'éventuellement, il faut retravailler diététicienne et cuisinier là-dessus parce que parfois vous pouvez avoir des antagonismes entre les 2 qu'il faut lever. C'est vraiment une démarche globale, si vous voulez, qu'il faut, pouvoir mettre en route.
Ensuite, l'une des pistes privilégiées, c'est également, la diversification des sources de protéines. Donc je rappelle qu'elle est obligatoire pour le restaurant de plus de 200 repas par jour au titre de la loi Egalim. Et donc l'introduction de la protéine végétale est intéressante. L'expérimentation du menu végétarien en scolaire va devenir obligatoire avec la loi résilience climat. Bien évidemment, si vous faites des protéines végétales 1 à 2 fois par semaine, ça permet de baisser le coût matière global. Et vous pouvez avoir des protéines végétales en bio, je pense aux lentilles, et cetera. Ça nécessite également que vous n'utilisiez pas des produits transformés de l'agroalimentaire pour faire du végétal, mais que vous fassiez des véritables recettes végétales. Vous aurez en lien, une recommandation, du CNRC sur, des, recettes végétales qui ont été mises en œuvre avec l'aide, justement de l'Interfel. Je vous l'ai dit, ça peut nécessiter d'accompagner l'évolution des compétences culinaires du personnel en cuisine sur le végétal, le frais et le bio. On cuisine pas du bio comme on cuisine de la viande, conventionnelle. Et puis c'est pareil, faire du végétal appétissant, sympa, ça s'apprend. C'est pas toujours dans notre culture. Bien évidemment, la mutualisation des commandes pour ceux qui ne sont pas d'ores et déjà mutualisés. Donc ça dépend là de votre situation, si vous êtes dans le secteur public ou privé. Ça peut passer par un groupement d'achat public, ça peut passer par des centrales d'achat ou de référencement. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est mutualisation logistique, et des services. De plus en plus, on voit apparaître, par exemple, des recours à des plateformes de transformation de denrées brutes, des légumeries externalisées qui peuvent être, confiées, par exemple, à des ESAT. Ce qui permet d'allier parce qu'en cuisine, on n'a pas toujours de légumerie, on n'a pas toujours le personnel qui permet de travailler les produits bruts. Donc ça permet d'acheter de la quatrième gamme, mais à des gens qui eux-mêmes vont aller chercher des fournisseurs locaux. Voilà les pistes, de maîtrise, du budget. Heu, 2 focus puisque quand on a préparé la réunion, avec Mathilde, donc ils m'ont expliqué la diversité de l'auditoire, donc il y a des gens qui sont soumis au marché public. Un focus donc sur les marchés publics, sur le ciblage des producteurs locaux. Comment on fait quand on rédige son cahier des charges? Vous pouvez exiger une grâce à viande. Ça, ce n'est pas du localisme, hein, puisqu'il y a des races à viande qui, peuvent être, dans plusieurs, bassins de production. On a le droit d'écrire que, on souhaite une traçabilité complète et donc on souhaite qu'une viande soit née, élevée, abattue dans un même pays et ça, quand vous écrivez ça, implicitement, ça veut dire que vous voulez une origine France, qui est quand même, ce qu'on recherche à minima. Et les fournisseurs ont l'habitude, donc ils savent que si vous écrivez ça, ça veut dire que vous voulez du français derrière. On a le droit d'évaluer la performance en matière de développement des approvisionnements directs. Donc vous avez le droit de demander le nombre d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur final. Vous devez évaluer la performance en matière de développement durable et il y a un dispositif qui oblige les acheteurs publics maintenant à, évaluer des critères RSE dans tous les marchés publics. Donc ça fait partie des critères RSE. Donc vous pouvez demander par exemple le mode de production est-ce que ce mode de production est respectueux du bien-être animal? Et donc là, on va cibler l'élevage en plein air, qui est plutôt une spécificité française. Vous pouvez demander si le fournisseur peut participer à un volet pédagogique. Donc est-ce qu'il peut venir faire des démonstrations de produits? Donc on se doute que, le fournisseur de poulet surgelé polonais ne va pas pouvoir venir faire une démonstration. Ça se fait de plus en plus, dans les écoles, mais on le voit également pratiquer en EHPAD, hein, au titre de l'animation et puis du lien qu'on essaie de conserver entre les résidents. Tout ce qui est emballage et conditionnement de produits, tout ce qui est transport. Et puis, vous pouvez également demander aux fournisseurs de vous produire, enfin même vous devez demander aux fournisseurs de vous produire un reporting qui vous aidera à faire votre propre reporting et actuellement les gros fournisseurs, notamment justement les Pomona, les Cisco et cetera, sont en mesure de vous indiquer sur les bordereaux de livraison ou peut-être pas sur les bordereaux de livraison, en tout cas de vous fournir un reporting pour vous aider à, voir comment vous respectez la loi Egalim.
Et puis, dernier focus avant de répondre à vos questions, c'est les contrats de concession, parce que je sais que certains d'entre vous sont soumis aux contrats de concession. On peut tout à fait exiger dans le contrat, moi je le fais en tout cas, le respect de la loi Egalim par vos fournisseurs, par les sociétés de restauration. J'aurais tendance à dire que même celles-ci sont beaucoup mieux armées pour répondre au respect de la loi Egalim que les gens qui sont en gestion directe. Donc ça, vous pouvez l'exiger. Par contre, ce qui est essentiel, c'est de voir comment ils l'appliquent. Vous pouvez indiquer dans votre cahier des charges que moi j'appelle des marqueurs développement durable. Donc là, vous avez quelques exemples qui permettent de voir comment on s'inscrit dans cet approvisionnement durable. Moi, j'établis avec les prestataires un plan de progrès, c'est-à-dire qu'on prend un point de départ. OK, bah, actuellement, ils sont à 10% bio. Et bien, comment dans un an, ils vont être à 15%? Ça peut être un plan de progrès sur justement les approvisionnements locaux, puisque là, vous avez le droit de lui demander ce qu'il a en approvisionnement local. J'insiste et j'insisterai jamais assez, la clé d'un contrat réussi, c'est le contrôle. C'est-à-dire qu'un contrat, même s'il est beau, s'il est magnifique, c'est 50% de la réussite de l'exécution du contrat. Et c'est par le contrôle, par le dialogue que vous allez mettre en place avec le prestataire, que vous allez pouvoir améliorer les choses. Voilà, j'en ai fini avec cette présentation qui a été un petit peu plus longue que prévu. Vous avez là les ressources métiers. Donc, je vous ai mis des guides. Le guide approvisionnement durable et de qualité qui est sorti il y a 15 jours, le guide du CNRC, est vraiment une mine d'or. Alors, c'est orienté marché public parce qu'il y a des choses sur comment on va les pénalités, etc. Mais même pour un acheteur privé, il y a des éléments qui sont extrêmement intéressants. Donc, vous avez des choses sur les produits équitables, la cuisine végétale, l'alimentation durable. Et puis, sur la page d'après, Mathilde, si vous pouvez. Voilà. Le décryptage de la loi Egalim, parce que lire la loi est extrêmement fastidieux, et les sites dont je vous ai parlé d'Interbev et d'Interfel. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis à disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Catherine. Voilà. C'était très complet, merci. Effectivement, on va passer à la phase de questions-réponses. Il nous reste une dizaine de minutes, donc c'est parfait. Alors, je vais reprendre le chat. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des participants qui ont tenté d'intégrer plus de protéines végétales dans leur menu? Donc, n'hésitez pas à nous répondre. Soit vous prenez directement la parole en rallumant votre micro. Ça peut être intéressant de communiquer directement avec vous. Ou alors sur le chat. Donc, on attend les réponses. En attendant, une autre question. La démonstration est-elle une façon déguisée d'intégrer le critère local dans l'appel d'offres? Oui, très clairement, oui. Oui, oui. C'est une réponse très claire. Très belle présentation, nous dit. Merci beaucoup. Une autre question. Peut-on donner une définition de la qualité des produits alimentaires sans évoquer les labels? En marché public ou en marché public compliqué, puisque c'est la façon dont la loi Egalim a retranscrit la qualité. En privé, pour moi, ça pose pas de problème. Et du coup, on peut élargir à d'autres types de labellisation. J'ai évoqué Bleu Blanc Cœur, j'ai évoqué MSC, etc. C'est vrai que qualité, on est complètement d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose. Est-ce que c'est la qualité perçue? Je pense que dans la tête des gens, effectivement, la qualité, c'est quand même quelque chose qui est certifié. Alors, vous avez je ne sais plus si c'est dans la loi ou pas, si vous voulez prouver la qualité des produits, il faut quand même une certification par tierce partie. Et donc, c'est tout ce qui est label ou mention valorisante. Voilà, il faut tourner autour de tout ça, quoi.
enfin, pour les EHPAD et la question du végétal, je peux répondre puisque j'ai accompagné un client en Ardèche qui avait une cuisine centrale qui faisait donc à la fois du scolaire et des EHPAD. Hein, ça, on le rencontre souvent dans des petites collectivités. Et comme ils étaient soumis à l'obligation du repas végétal pour les enfants et que c'était la même production pour les EHPAD qu'ils approvisionnaient et pas des foyers de vie, hein, il y avait les deux, du coup, ils ont fait des recettes végétariennes pour les personnes âgées. Ça s'est bien passé, ça s'est même très bien passé parce que ce n'étaient pas des produits issus de l'agroalimentaire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des boulettes de soja, ils n'ont pas fait des steaks de soja, ils ont fait des vraies recettes. Et de mémoire, ils avaient fait des lasagnes végétariennes, donc chèvre épinard, vous voyez. Là où c'est un peu plus compliqué pour les personnes âgées, c'est quand vous allez sur des recettes issues de la cuisine du monde. On parle souvent des dalles de lentilles, etc. Le chili sin carne, c'est un peu plus compliqué. Mais si vous adaptez des recettes plus proches de ce qu'aiment les personnes âgées et que vous en faites une recette végétale, ça marche même très bien. Hein, ça marche même très bien. Et il y a un intérêt nutritionnel essentiel pour les personnes âgées qui parfois ont du mal à manger de la viande, etc. Pour ça, je vous invite à aller lire le guide du CNRC sur la cuisine végétale qui propose des recettes et qui explique comment introduire ces recettes. Peut-on s'affranchir de la validation d'une diététicienne? Bonne question. Ça, c'est une bonne question. J'allais dire, ça dépend de... Il n'y a pas d'obligation légale, de toute façon, hein, de recourir à une diététicienne. C'est une habitude, mais qui est confortable aussi, parce que si vous avez des récriminations, notamment des familles, eh bien, ça vous permet quand même d'avoir une garantie, on va dire, institutionnelle. Moi, je pense que il faut travailler avec la diététicienne. Si vous en avez la possibilité, c'est de se mettre autour d'une table. Il faut savoir que tout ce qui est GEMRCN est en train justement d'être pris au sein du SNRC, du CNRC, pardon, puisque, par exemple, le menu végétarien n'est pas prévu dans les plans alimentaires. Donc, il y a des travaux en cours. Et je pense que vous avez intérêt à discuter avec eux pour adapter justement. Dans l'absolu, vous pouvez vous affranchir, c'est pas réglementaire, mais à mon avis, ça ne sera pas confortable. Il vaut mieux que vous travaillez ensemble et que vous construisiez quelque chose ensemble. Alors, la même personne qui nous avait posé la question nous demande est-ce qu'il n'existe pas des applications peut-être qui pourraient permettre de paramétrer des repas? Si, bien sûr. Bien sûr, il y en a énormément. Vous avez Islis, vous avez Vici, vous avez Adoria qui propose quelque chose aussi. Vous avez énormément d'applications qui vous permettent de paramétrer des menus et des applications qui vont également valoriser vos menus à partir du prix d'achat. Ça existe de plus en plus. C'est de plus en plus fréquemment répandu, bien sûr. Est-ce que ce sont des applications qui sont gratuites ou payantes? En principe, c'est payant. D'accord. Alors, c'est gratuit. Ça peut être gratuit si c'est mis à votre disposition par exemple, si vous êtes adossé à une centrale d'achat. À ce moment-là, la centrale d'achat va mettre à votre disposition ça. Je sais par exemple que Transgourmet propose un logiciel qui vous permet de faire les menus. Vous savez, gratuit, malheureusement, la gratuité n'existe pas. Hein. Vous payez le service d'une manière ou d'une autre. Je suis désolée, je prends juste la parole pour expliquer. Oui, je vous en prie. Parce que c'est un vrai sujet. Parce qu'effectivement, on aimerait bien, dans l'idéal, hein, bien sûr, avoir du temps de voilà, bon, ce n'est pas le cas. Et c'est vrai qu'avec, alors là, je parle un peu au niveau même du grand public, hein, c'est vrai qu'il y a pas mal d'applications qui existent de nos jours où en fait on peut paramétrer des profils. Donc on pourrait, entre guillemets, imaginer un profil un peu type de résident, hein, comme ce qui est fait actuellement quand on est en assistance technique avec un prestataire. Donc bien sûr que ce soit adapté à une personne âgée, mais qu'en fait, en rentrant des menus, ça fasse un calcul un peu automatique des macros, des apports nutritionnels et de l'équilibre sur une journée ou sur une semaine. Parce que des applications comme ça, il en existe déjà, même des gratuites à titre individuel. Je pense à citer les MyFitnessPal, etc. Et est-ce qu'il en existe, en gros, dans notre secteur où
même si on peut avoir un apport, parce que nous, on voit plus l'apport d'une diététicienne en fait sur des cas très particuliers, sur la grosse dénutrition ou voilà, des gens diabétiques ou quoi. Mais est-ce que par rapport à des modulations globales de menu, quand on parle de protéines végétales, quand on parle de tout ça, voilà, est-ce qu'il existe, hein, je ne sais pas, j'ai une méthode de recherche, mais est-ce qu'il existera un outil sur lequel on peut s'adosser sans forcément établir tous les menus de la semaine avec une diététicienne? Vous voyez qu'en fait, c'est sur le qui soit sur des bases diététiques et qui nous permettent de nous-mêmes d'être assez autonomes. Ouais. Alors, sur ce point très précis où là, effectivement, le rôle de la diététicienne est essentiel. À ma connaissance, non. En tout cas, moi, ceux que je connais n'ont pas ce degré de raffinement, si vous voulez, d'aller jusqu'à décortiquer, on va dire. Vous aurez l'apport en calories, mais vous n'irez pas plus loin, si vous voulez. Oui, mais c'est pas assez intéressant l'apport calorique. Voilà. Et là, je pense qu'il n'y a que les sociétés de restauration, peut-être comme Rest Alliance, comme donc qui au titre de l'assistance technique, ont peut-être des outils suffisamment puissants pour aller jusque-là. Non, ils n'ont pas. Mais j'en suis même pas sûre. Non, parce ils que, n'ont pas. Parce que l'intérêt essentiel c'est notamment la maîtrise du budget. Donc, c'est à la fois garantir l'équilibre, mais par rapport aux règles du GMRCN, et puis valoriser ça. Mais aller plus loin, à ma connaissance, non. D'accord. Oui, en fait, une genre de diététicienne, on va dire, numérique, on va dire, pour le 80 de la population. Et voilà, vous avez une idée de start-up. Voilà, et puis on ait du temps de diététicienne là, perso pour les cas vraiment particuliers qui nous posent souci. Non. Voilà. Okay. Non, à ma connaissance, non. Alors simplement, je voulais rajouter, Catherine, vous parliez tout à l'heure des cuissons de nuit basse température. Nous, c'est un webinaire qu'on a totalement dédié à ce sujet-là. Donc, je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de le visionner, il est disponible sur la plateforme, comme tous les webinaires qu'on a organisés depuis le début de la démarche. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller le visionner parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi assez transversal qui peut être intéressant. Écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Merci Catherine, encore une fois, pour votre présence aujourd'hui. Merci à tous les participants parce que vous êtes toujours aussi nombreux et on sait que vous êtes sous l'eau en ce moment. Donc, merci de faire vivre aussi par votre participation à cette belle démarche. Et puis, je vous dis au mois prochain pour un nouveau webinaire sur une nouvelle thématique. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.